Quoi que nous puissions alléguer, notre être tout entier entre en jeu lorsque nous élaborons nos opinions philosophiques. L'intelligence, la volonté, le goût et la passion coopèrent ici exactement comme dans les affaires pratiques. Et il faut s'estimer heureux lorsque cette passion ne se ramène pas à quelque chose d'aussi mesquin que l'amour d'une victoire personnelle remportée sur un philosophe adverse. La conception d'une intelligence qui exprimerait l'évidence en formules et les probabilités en fractions est aussi inepte idéalement qu'elle est actuellement impossible. Il est presque incroyable que des philosophes de profession osent prétendre qu'une philosophie quelconque puisse être ou avoir été construite sans le secours d'une préférence, d'une croyance ou d'une intuition personnelle. Comment ont-ils réussi à dissimuler à leurs propres yeux les manifestations vivantes de la nature humaine, à ignorer que tout philosophe ou tout homme de science dont l'initiative compte pour quelque chose dans l'évolution de la pensée n'a adopté une position et ne s'est acquis quelque succès qu'avec la muette conviction qu'il allait rencontrer la vérité dans telle voie déterminée, avec l'assurance préalable que son hypothèse pouvait fonctionner? Ces instincts mentaux de chaque homme constituent les variations spontanées sur lesquelles est fondée la lutte intellectuelle pour l'existence. Les conceptions les mieux adaptées survivent et transmettent à la postérité le nom de leur champion. La seule manière d'échapper à la foi est la nullité mentale. Ce que nous aimons chez un Huxley ou un Clifford, ce n'est point le professeur et son enseignement, mais la personnalité humaine prête à s'engager dans ce qu'elle croit être le droit chemin, en dépit des apparences. L'homme concret n'a qu'un intérêt, le droit chemin. L'art suprême est de savoir le découvrir, et à cet égard, tous les moyens sont bons. L'homme a été projeté sans défense dans le monde, et de lui à la nature, les règles de la guerre civilisée n'existent pas. Les règles du jeu scientifique, le fardeau de la preuve, les présomptions, les experimenta crucis, les inductions complètes n'ont force de loi que pour ceux qui prennent part à ce jeu. En somme, si je suis constitué de telle sorte que je réagisse mieux que tout autre à l'évidence, que je sache deviner juste et agir en conséquence, tandis que mon voisin, moins bien partagé, demeure en tremblant dans l'expectative, quelle loi m'empêchera de recueillir les avantages d'une sensibilité native supérieure? Certes, en pareil cas, je céderai à ma croyance, ou je me défierai d'elle à mes risques et périls, ainsi que je le fais dans toutes les grandes décisions pratiques de ma vie. Si mes facultés innées sont bonnes, j'aurai été prophète. Au cas contraire, je serai un paria que la nature a rejeté de son sein et qui cesse d'exister. Notre vie tout entière est un jeu où nous risquons notre personne, et nous devrions même la risquer dans ce qu'elle a de spéculatif si la partie théorique de notre être pouvait favoriser nos desseins. Mais n'est-ce point gaspiller les mots que de disserter sur un sujet sur lequel tous s'accordent pour peu qu'il possède le sens de la réalité? Nous ne pouvons en aucune manière vivre ni penser sans un certain degré de foi. Foi est synonyme d'hypothèse qui fonctionne. La seule différence que j'aperçoive, c'est que certaines hypothèses se réfutent en 5 minutes et que d'autres défient le temps. Or, la foi qui s'attache au problème de Dieu, de l'immortalité, de la moralité absolue et du libre arbitre ne possède guère, au moins pour les non-catholiques, un caractère essentiellement différent. Le fidèle peut toujours douter de sa croyance, mais il demeure intimement persuadé que les chances en sa faveur sont assez fortes pour lui permettre d'agir sans risque, comme s'il possédait la vérité. La confirmation ou le démenti du monde extérieur peuvent être reculés jusqu'au jour du jugement. Tout au plus, sa pensée pourrait-elle se traduire ainsi: je m'attends à triompher alors glorieusement, mais s'il se trouve que j'ai dépensé ma vie dans un paradis chimérique, mieux vaut encore avoir été le dupe d'un tel pays de rêve que d'avoir habilement deviné le monde qui se démasque aujourd'hui. En somme, nous marchons contre le matérialisme comme nous aurions marché éventuellement contre le Second Empire ou contre l'Église de Rome, ou contre tout autre système à l'égard duquel notre répugnance est assez puissante pour déterminer une action énergique, mais trop vague pour se résoudre en une argumentation précise. Nos raisons sont ridiculement hors de proportion avec le volume de nos sentiments, mais ceux-ci suffisent pour que nous agissions sans hésiter. William James, La volonté de croire.